dossier. T'avais pas un épisode 2 à finir? Non, parce que là, il y a encore pas mal de boulot dessus quand même. Et puis pour Émilie, il y a encore plein de questions qui se posent et... Bon écoute, je vais boire un coup donc tu me laisses tranquille 5 minutes, ok? Ok, c'est bon. Je peux prendre une semaine, tu crois? Ou un week-end, on s'en fout. Mais je pense que ça nous ferait du bien. On l'a pas déjà vu, ce type? La Bretagne, c'est sympa. Ah non, il y a que des Bretons là-bas. C'est chiant. Je suis désolé, c'est la chaise, c'est ça? Ça fait trop de bruit? Non, je suis désolé, c'est parce que je suis obligé de la déplacer, sinon c'est par accord avec les plans de la série, vous comprenez? Ah, parce que monsieur fait des blagues méta maintenant. Bon écoute, on en a déjà parlé dehors, je t'avais dit que je voulais pas être emmerdé, donc tu vas pas commencer, ok? Ok, j'ai compris. Désolé, ça n'arrivera plus, je vais juste déplacer la chaise et ensuite c'est bon. S'il vous plaît, une bière. Ah non, hein, pas d'alcool pendant le service, t'as du boulot, je te rappelle. Bon bah un coca s'il vous plaît. Je préfère ça. Sympa comme endroit. Ça me dit quelque chose. Moi, je sais. Attends. Mais... Attends, mais c'est pas cool. Mais non, mais c'est pas possible. Mais... Merde. Non. Pas encore. Pas encore. Bienvenue dans l'épisode 2 d'Ulysse le dossier. Dans cette partie, nous allons parler d'une boîte. Non, pas ce genre de boîte. Non plus. Perdu. Ah, mais c'est qui le monteur de cette vidéo? Ah ouais, c'est moi. Bon ok, on va pas parler de n'importe quelle boîte, on va parler de la boîte de Pandore. Nous allons voir ensemble quelle est la signification du nom de l'opération utilisée par les employés de Genetic Corp et de Mrs. S. En effet, intrigué par ce nom dès qu'il a été prononcé pour la première fois dans l'épisode 3 de la saison 1, et conscient que dans l'univers d'Ulysse, rien n'est laissé au hasard, je me suis rapidement intéressé à cet objet à l'origine de tous les malheurs de l'humanité. Et puisque je sais que vous adorez ça, nous allons parler d'histoire, ou plus exactement de mythologie. Selon la légende, Prométhée vola le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Cependant, les dieux de la Grèce antique ne prenaient pas ce genre de provocation à la légère. Zeus ordonna alors à Héphaïstos de créer Pandore, qui était considérée comme la première femme. Faite d'argile et d'eau, il la dota de nombreuses qualités dont la beauté, la flatterie, l'amabilité, l'adresse, la grâce, l'intelligence, mais aussi d'autres beaucoup moins vertueuses telles que l'art de la tromperie, de la séduction ou encore la curiosité. Pandore fut offerte par Zeus au frère de Prométhée qui se laissa séduire et l'épousa. Une jarre dans laquelle se trouvaient tous les maux de l'humanité fut remise à Pandore avec l'instruction formelle de ne jamais l'ouvrir. Mais celle-ci céda à la curiosité et ouvrit la boîte, libérant ainsi tous les maux qui y étaient contenus, comme la vieillesse, la guerre, la misère, la folie, le vice ou encore la maladie. Et c'est à partir de ce mythe qu'est créée l'expression « boîte de Pandore » qui symbolise l'origine d'une catastrophe. Et les catastrophes dans la web-série Ulysse, ce n'est pas ce qui manque. On est quand même à l'aube d'une 3e guerre mondiale, au cas où vous ne seriez pas au courant. Un objet présent durant toute la saison 1 se rapproche beaucoup de ce qu'on pourrait qualifier de boîte de Pandore. Il s'agit de la mallette que j'avais déjà mentionnée dans le premier épisode d'Ulysse le dossier. La première fois qu'on la voit, c'est Acus qui l'a en sa possession. Celui-ci la ramène à Mrs. S à la fin de l'épisode 2. C'est à ce moment-là que l'on découvre qu'elle est liée à la montre à gousset utilisée par les maîtres du temps, dont nous parlerons dans un futur épisode. C'est qui les maîtres du temps? Mais qu'est-ce que tu fous dans ma vidéo, toi? Je voulais savoir, moi. Mais pourquoi tu nous en parles pas? Tu nous parles toujours de trucs et puis après tu n'en parles plus. Bon, écoute, là j'ai pas le temps, donc tu vas me laisser tranquille, je vais finir cette vidéo, j'en parlerai plus tard. Bon écoute, tu commences à me gonfler là, me gonfler sévère, donc maintenant tu t'en vas, d'accord, et tu me laisses tranquille. Bon ok, tu l'auras voulu, tu l'auras cherché, allez.
Bon, j'en étais où? Ah oui. Elle constitue un parfait mouchard, permettant de tracer les moindres déplacements de son actuel possesseur, comme on l'apprendra dans l'épisode 10. La mallette, c'était un appart. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est dans l'épisode 3 que l'ouverture de la mallette a lieu. La boîte de Pandore est alors ouverte à partir de ce moment. On découvre alors des documents qu'elle contient, des rapports décrivant des déplacements de personnes, des électrocardiogrammes probablement issus de séances d'interrogatoire ou encore des images thermiques dont la signification est pour le moment inconnue. Et surtout, une photo de 2 personnes, dont l'une ressemblait déjà fortement à Ulysse à l'époque où l'épisode 3 avait été diffusé. Mais nous verrons ça dans la seconde partie. Le plus important dans cet épisode, c'est que l'ouverture de la mallette a lieu peu de temps après le réveil soudain du pouvoir d'Ulysse. Vague d'énergie, déformation de l'espace-temps, nous en parlerons dans l'épisode 3. Plus que la mallette, ne serait-ce donc pas finalement Ulysse qui est l'incarnation du mythe de la boîte de Pandore? Dans les épisodes suivants, on oublie un peu la mallette. La boîte de Pandore et tout le bordel. Est bien évoquée à certains moments, comme dans l'épisode 6 par le sergent par exemple. Mais c'est dans l'épisode 8 que la mallette refait surface avec une Nora qui, partie faire une course pour son père, récupère l'objet de notre discussion aux mains de Genetic Corp après une chorégraphie fort bien exécutée d'ailleurs. Les Templiers récupèrent donc cette mallette et toutes les informations qu'elle contient. Des informations sur Ulysse et son passé, plus long qu'on aurait pu l'imaginer. Dans l'épisode 9, nous avons donc l'occasion de rejeter un coup d'œil à l'intérieur et nous découvrons avec grand étonnement une chemise rouge avec une recette de tarte au citron. Serait-ce là un indice visuel laissé volontairement pour faire le lien avec les documents donnés par James Tolkien à Helena en 2038 ? Enfin, dans l'épisode 10, Mrs. S, aidée de ses employés, révèle toute la vérité à Ulysse sur le lien qui les unissait dans le passé et qui les lie encore aujourd'hui dans la vengeance. Elle récupère donc la mallette dont elle s'était servie comme appât pour piéger les Templiers. Cette mallette, si on y pense, a été le point de convergence de tous les acteurs impliqués dans l'intrigue de la série. Elle est passée de main en main, objet de toutes les convoitises, chacun cherchant à en récupérer les informations. Elle a attisé leur curiosité et leur envie, telle la jarre avait séduit Pandore. L'heure est venue pour moi de vous parler de la méchante, Emily Somerville. On ne connaît son nom complet que depuis l'épisode 10. Avant, on l'appelait Mrs. S, et son rôle dans la série n'était pas clairement défini. Cette femme énigmatique au visage obscur cachait très bien son jeu. Personne n'a jamais soupçonné cette vieille femme entourée de bras cassés d'être une adversaire de taille pour Ulysse. La majorité de ce que nous savons sur Emily Somerville, nous l'avons appris dans l'épisode 10. Alors qu'Ulysse et Nora sont dans les combles du château des Paynes, Mrs. S et ses agents arrivent sur les lieux. Emily, toujours de dos, arrache l'anneau du cou de Nora comme pour reprendre ce qui lui appartient, tout en se dirigeant vers sa cible. Bonjour Ulysse. À ces mots, le crâne d'Ulysse se remplit de flashs, les mêmes que lorsqu'il avait croisé Nora dans ce bar dans l'épisode 5. Tout se mélange dans sa tête. Et si Nora n'était pas la personne de ses souvenirs, Mrs. S utilise le sang d'Ulysse pour retrouver l'aspect de ses 30 ans. En effet, le sang d'Ulysse agit comme une mémoire sur les cellules de la personne qui se l'injecte. Ainsi, Mrs. S change de voix, et même d'apparence, car elle devient la matérialisation du souvenir que Ulysse avait d'elle au moment où ils se connaissaient. Mais me direz-vous, comment Mrs. S a-t-elle pu mettre en place une telle procédure? La réponse est tout simplement qu'elle dirige un laboratoire spécialisé en génétique appelé Genetic Corp. Après nous avoir expliqué que la mallette avait servi d'appât pour trouver le repère des Templiers, comme nous l'avons vu précédemment, Emily se lance dans une phase d'explication pour Bruno Martin, et oui, le pauvre stagiaire qui ne sait pas encore quel sera son destin funeste à la fin de l'épisode. Nous apprenons que la fameuse anomalie dont parlaient les maîtres du temps dans l'épisode 8 n'était autre qu'Ulysse lui-même, et que l'intermédiaire était Genetic Corp. Non, n'y pense même pas. Je préfère ça. Bon. Nous avons également la confirmation que l'agent en veille qui essayait de capturer Ulysse il y a 4 ans n'était autre que le sergent, comme il le disait lui-même dans l'épisode 6. Bien plus qu'il y a 4 ans. Entre chaque phase de sa mission, l'esprit d'Ulysse hiberne, le temps de muter, un peu comme le ferait un papillon entre chaque phase de son évolution. J'avais d'ailleurs rédigé un petit article à ce sujet, je vous invite vivement à aller le consulter. Comme le dit Mrs. S, le pouvoir d'Ulysse est un don qui pourrait se révéler salutaire pour tous. Mais quelque chose me dit qu'elle ne veut pas utiliser ce pouvoir pour la bonne cause. A priori, il y a 4 ans, les agents de Mrs. S avaient déjà tenté de récupérer le pouvoir d'Ulysse par transfusion. Le problème, c'est qu'Ulysse était un peu plus coriace que maintenant. Il explosait pour se défendre. À l'époque, cette tentative malheureuse avait causé un entrepôt rasé, 43 clones anéantis, bon, c'est pas une grosse perte vu leur efficacité, une victime civile. Je m'interroge sur cette victime civile, qui est-elle? Et pourquoi Mrs. S insiste bien sur cette unique victime? Des centaines de blessés, un cratère de la taille d'un stade, vous verrez on n'est plus à ça près, et un disparu, qui selon moi ne peut être qu'Ulysse vu la façon dont en parle Mrs. S. L'explosion d'Ulysse est donc ce fameux accident d'il y a 4 ans dont on parle depuis le début de la série.
accident qui a rendu Ulysse amnésique. Plusieurs moments de tension se déroulent alors ensuite sous nos yeux. Dans la suite du monologue de Mrs. S, une série de flashbacks nous fait revivre l'histoire d'Ulysse durant toute la saison 1. Ah, et Mrs. S parle d'une dernière phase dans l'évolution d'Ulysse. Cependant, elle ne finit pas son explication, et nous laisse encore une fois dans le doute, alors qu'elle se débarrasse du stagiaire un peu trop curieux, qui laisse tomber son paquet de M&M's sur le sol. M&M's, Marie-Madeleine, référence, ouais, pardon. Mais qu'a pu bien faire Ulysse à Mrs. S pour que celle-ci lui en veuille à ce point? Comme le dirait Tolkien, on s'habitue au pire. Avec le temps, on se protège derrière une illusion rassurante. Ulysse a essayé de devenir un être normal malgré ses différences, mais il va bientôt devoir contourner le décor et voir la réalité en face. Je m'appelle Emily Somerville. Ce nom résonne dans la tête d'Ulysse, qui se souvient de leur première rencontre. Emily, à l'époque, était une scientifique. Elle l'est encore aujourd'hui, puisqu'elle dirige son propre laboratoire, comme nous l'avons vu précédemment. Petite anecdote, en passant. Savez-vous d'ailleurs que le nom de Somerville est célèbre dans la communauté scientifique, puisque Mary Somerville était une scientifique écossaise, comme par hasard, en un temps où la participation des femmes à la science était découragée. Mais bien sûr, cela n'est peut-être qu'un simple hasard. Ah, au fait, vous avez vu cette robe que portait Emily dans le souvenir d'Ulysse? Eh bien, il s'avère qu'il s'agit de la même robe dont était revêtue Ted lors du rêve d'Ulysse dans l'épisode 8. Encore un détail qui s'était niché quelque part dans l'esprit de notre personnage principal. Les fameuses personnes sur la photo dont on parle depuis le début sont bien Ulysse et Emily Somerville, il y a plus de 40 ans, comme cela avait été suggéré dans un de mes précédents dossiers. Alors qu'Ulysse regarde l'alliance accrochée au cou d'Emily, celui-ci revoit la même scène que dans l'épisode 5 avec Nora, mais cette fois, en lieu et place de toutes ces images subliminales que nous avons vues dans l'épisode 1, nous voyons qui se cachait réellement derrière ce souvenir perdu. Il s'agissait d'Emily qu'Ulysse allait abandonner pour poursuivre sa mission avec les Templiers. Je vous en parlais déjà dans l'épisode 1, mais c'est bien cette mission, et elle seule, qui allait faire basculer la vie d'Ulysse à jamais. Voilà pourquoi elle souhaite le faire souffrir comme il l'a fait souffrir en l'abandonnant à l'époque. Mais est-ce aussi simple que cela? Nous verrons bien. Les maîtres du temps ont annoncé à Mrs. S l'arrivée imminente de la Troisième Guerre mondiale. Tout cela a été causé par un seul homme, un soldat qui a mené de grandes batailles dans le passé et qui a su lever une armée redoutable, voire indestructible. Tout ça à cause d'un homme, un seul. Ce fameux soldat qui a mené ces batailles dans le passé serait-il Ulysse? Serait-il lui qui a mené cette armée invincible? Ou est-ce Mrs. S qui veut lui faire croire cela? Et puis, si ça se trouve, l'armée indestructible sera créée à partir du sang synthétisé d'Ulysse, permettant de rendre les soldats immortels. Impossible d'en dire plus, il faudra attendre la saison 2 pour cela. Merci encore d'avoir regardé cet épisode 2 d'Ulysse le dossier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir rester au courant de toutes les dernières nouveautés concernant Ulysse, et plus encore. Sur ce, c'était le dossier, merci et à la prochaine.